Les joues de Jasmine Wright brûlèrent lorsque la main de l'hôtesse de l'air s'écrasa contre son visage. Sa fille de 6 mois éclata en sanglots. Jasmine aperçut l'expression de son mari, Malcolm, passer du choc à une fureur contrôlée. L'hôtesse de l'air ignorait que Malcolm n'était pas un passager comme les autres. Il était le propriétaire de Skyline Airlines. Avant de plonger dans cette histoire choquante, dites-moi, d'où regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si vous avez déjà été témoin de discrimination en voyage. Vous n'allez pas croire comment cette famille influente va retourner la situation face au racisme systémique dans l'industrie aérienne. La matinée avait pourtant commencé parfaitement. Jasmine Wright avait soigneusement rangé les dernières affaires de bébé Zara dans le sac à langer de luxe, vérifiant mentalement chaque élément de sa liste méticuleuse. À 32 ans, cette pédiatre accomplie abordait la maternité avec la même rigueur qu'elle apportait à sa pratique médicale. La petite Zara, 6 mois, babillait dans son transat, inconsciente qu'elle s'apprêtait à vivre ses premières vacances. « Prête pour les Bermudes, mon petit rayon de soleil ?» murmura Jasmine en lui chatouillant les joues potelées, déclenchant un sourire édenté qui faisait fondre son cœur à chaque fois. Malcolm entra dans la chambre, tirant leur dernière valise assortie. À 35 ans, il avait l'assurance tranquille d'un homme qui avait bâti un empire à partir de rien. Sa dernière acquisition? Skyline Airlines, finalisée seulement 6 mois plus tôt, presque en même temps que la naissance de Zara. Un secret connu seulement de quelques cadres dirigeants, de son équipe juridique et de Jasmine. « Je ne comprends toujours pas pourquoi tu gardes ton rôle de propriétaire secret, » dit-elle en prenant Ara dans ses bras. « Ne serait-il pas plus simple d'utiliser ton jet privé ?» Malcolm ajusta sa veste taillée sur mesure. Ce serait contraire à l'objectif d'avoir acheté une compagnie aérienne. Je dois vivre l'expérience comme un client ordinaire. Sinon, comment savoir ce qu'il faut améliorer? Ses yeux bruns se radoucirent. Et puis, c'est le premier vol commercial de Zara. C'est un moment marquant. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il avait reçu des rapports inquiétants sur des disparités dans le traitement des clients. En tant que l'un des rares propriétaires noirs dans l'industrie aérienne, il prenait ces allégations très au sérieux. Assez pour tester le service lui-même avant de prendre des décisions radicales. 3 heures plus tard, il se trouvait au comptoir d'enregistrement de Skyline, billet de première classe en main. Le sourire de l'agente se figea légèrement en les voyant approcher. « Première classe ?» répéta-t-elle, en jetant un coup d'œil à leurs billets puis à leur visage, avec une surprise mal dissimulée. « Et l'enfant voyagera avec vous en première classe aussi? En général, c'est comme ça que fonctionnent les familles, » répondit Malcolm d'un ton plaisant mais ferme. « On aime rester ensemble. » L'agente balbutia une excuse peu convaincante, puis traita leurs billets avec un soin exagéré. « Profitez bien de votre expérience premium. » La première d'une longue série, souffla Jasmine en serrant la main de son mari. La sécurité posa d'autres problèmes. Malgré leur préparation, Jasmine fut choisie pour un contrôle supplémentaire aléatoire. Ils observèrent plusieurs passagers blancs passer sans encombre. « Toujours aléatoire, n'est-ce pas ?» lança Malcolm à voix assez haute pour que l'agent rougisse. À la porte d'embarquement, Malcolm remarqua une hôtesse qui les fixait avec insistance. Son badge indiquait « Karen Sutton ». Blonde, la quarantaine, sourire figé. Elle détourna vite les yeux quand Malcolm la surprit. L'embarquement commença. Les passagers de première classe furent appelés en priorité. Lorsque Malcolm et Jasmine se présentèrent, Karen ignora leur billet pour s'occuper des passagers derrière eux. « Excusez-moi » dit Malcolm fermement en tendant leur carte d'embarquement. « Nous sommes en première classe. »« Par ici » répondit-elle froidement, sans offrir la moindre aide pour leur bagage ou le porte-bébé. Pourtant, Malcolm l'avait vu aider un couple blanc âgé quelques minutes auparavant. Une fois installé, il murmura à Jasmine. « Cette expérience sera plus instructive que je ne l'imaginais. Tu savais que ce serait comme ça. C'est pour ça que tu n'as pas annoncé publiquement l'acquisition, » répondit-elle en bordant la couverture de Zara. Toujours documenté avant de confronter, hocha-t-il. 1 heure après le décollage, Zara se mit à pleurer, inconfortée par la pression. Jasmine, malgré toute son expertise de pédiatre, n'arrivait pas à la calmer. Du regard, Karen Sutton lançait des éclairs, chaque cri de l'enfant semblant l'agacer davantage. Puis, sa voix résonna dans tout l'avion via le micro. « Mesdames et messieurs,
Nous vous rappelons que maintenir une atmosphère paisible est essentiel au confort de tous. Si vous avez un problème susceptible de déranger les autres, veuillez utiliser le bouton d'appel pour demander de l'aide. Le message était à peine voilé. Tous les regards se tournèrent vers la famille Wright. Jasmine sentit ses joues s'embraser de honte. « Autant dire directement nos noms », murmura-t-elle. De l'autre côté de l'allée, une mère blanche peinait avec son enfant turbulent. Cette fois, une hôtesse accourut aussitôt avec jus de pomme, biscuits et mots de réconfort. Malcolm serra la mâchoire et sortit discrètement son téléphone pour documenter les inégalités de traitement. « J'ai besoin d'eau chaude pour préparer le biberon », souffla Jasmine en appuyant sur le bouton d'appel. Rien. Elle rappuya. Toujours rien. Au troisième essai, un autre agent arriva enfin, un jeune steward noir, badge 3 Bennett. « Comment puis-je vous aider, madame ? J'essaie d'obtenir de l'eau chaude pour ma fille depuis tout à l'heure, mais le bouton semble ne pas fonctionner, » expliqua Jasmine, soulagée. 3 hocha la tête. « Je m'en occupe immédiatement. » Quelques minutes plus tard, il revint avec de l'eau chaude et un sourire doux pour Zara. « Puis-je faire autre chose pour vous ?» Avant que Jasmine ne réponde, Karen surgit à côté de lui, la voix glaciale. « Bennett, des passagers en économie attendent encore leur service. Vous négligez vos tâches principales. » 3 resta imperturbable. « Je répondais juste à une demande de biberon, Miss Sutton. J'y retourne. » Il s'éloigna, mais Karen resta un instant, lançant un regard froid à la famille Wright avant de repartir. Malcolm serra la main de Jasmine et murmura. « Ça me rappelle mon tout premier vol d'affaires. Je venais de décrocher mon premier contrat à $1 million. J'étais en costume impeccable. L'hôtesse m'a demandé 4 fois ma carte d'embarquement et a suggéré que je serais peut-être plus à l'aise en économie. » Jasmine mélangea le lait infantile avec une précision d'habitude. « Et qu'as-tu fait ?» demanda-t-elle. Un léger sourire effleura les lèvres de Malcolm. « L'année suivante, j'ai acheté l'immeuble où se trouvait le siège de son entreprise. J'ai augmenté le loyer de tout le monde de 10%, sauf le mien. » Leur rire discret attira l'attention de quelques passagers. Une vieille dame blanche, assise de l'autre côté de l'allée, se pencha vers eux. « Votre bébé est magnifique, » dit-elle chaleureusement. « C'est son premier vol ?» Cette gentillesse inattendue fit monter les larmes aux yeux de Jasmine. « Oui, merci. Mon petit-fils était pareil à cet âge, » continua la femme. « Essayez de la tenir droite contre votre épaule. Parfois ça aide avec la pression. » Jasmine hocha la tête avec gratitude et ajusta Ara comme conseiller. Les pleurs de la petite s'adoucirent légèrement. Mais tout le monde n'était pas aussi compréhensif. Un homme d'affaires, 2 rangées devant, se retourna avec un soupir exagéré. Certaines personnes ne devraient pas voyager avec des bébés si elles ne peuvent pas les contrôler. Certaines personnes ne devraient pas parler si elles n'ont rien d'utile à dire, répliqua Malcolm d'un ton courtois, mais avec un regard dur. La tension était palpable. D'autres passagers se remuèrent, certains enfonçant leurs écouteurs, d'autres suivant la scène avec intérêt. Malcolm remarqua que plusieurs filmaient discrètement avec leur téléphone. Karen revint avec le chariot de boissons, servant mécaniquement chaque passager de première classe, jusqu'à arriver au Wright. En se penchant pour servir le voisin de Malcolm, son coude heurta volontairement ou non son bras, renversant de l'eau sur sa veste de costume coûteuse. « Oh, toutes mes excuses, » dit Karen, la voix dégoulinante de fausse politesse, tendant une simple serviette cocktail pour éponger la grande tache. Des turbulences. L'air, pourtant, était parfaitement stable. Malcolm tamponna calmement sa manche trempée, son visage impassible. Aucun problème. Sa sérénité sembla irriter Karen plus que s'il s'était emporté. Elle serra les lèvres, comme si elle avait espéré un éclat qui aurait confirmé ses préjugés. « Il nous faut plus de serviettes, » dit Jasmine. Karen esquissa un faux sourire crispé. « Bien sûr, quand j'aurai un moment. » Elle s'éloigna sans un regard en arrière, et ne revint jamais. Zara, enfin apaisée, s'endormit contre la poitrine de Jasmine après avoir bu son biberon. Malcolm et Jasmine échangèrent un regard las. Ils vivaient exactement le type de traitement que Malcolm avait acheté la compagnie pour corriger. Encore 3 heures, souffla Malcolm en consultant sa montre. Juste 3 heures. Ni lui ni Jasmine n'imaginaient que ces 3 heures allaient changer leur vie pour toujours. 3 heures plus tard, Ara avait besoin d'être changée.
Jasmine prit ses affaires et se dirigea vers les toilettes de première classe avec la petite sur la hanche. À l'intérieur, elle découvrit que la table allongée était cassée, pendant de travers contre le mur. N'ayant pas le choix, elle dut improviser, poser le tapis allongé sur la cuvette fermée des toilettes et effectuer le change dans un équilibre précaire, veillant à ce que Zara ne roule pas. Le processus prit 2 fois plus de temps qu'il n'aurait dû, Jasmine se contorsionnant dans l'étroit espace. Lorsqu'elle ressortit enfin, rouge et frustrée, Karen l'attendait dehors, expression impatiente. « Il y a eu une plainte concernant le temps que vous prenez », dit-elle assez fort pour que tout le monde entende. « La table allongée est cassée. J'ai dû improviser », expliqua Jasmine en réajustant Zara. « Vous auriez dû demander de l'aide », répondit Karen sèchement. « À qui ? Vous ignorez notre bouton d'appel depuis le début du vol, » répliqua Jasmine, à bout de patience. Les yeux de Karen se plissèrent. « Veuillez regagner votre siège immédiatement. » De retour à leur rangée, Jasmine découvrit que la situation avait empiré. Leurs bagages avaient été déplacés. Le sac d'ordinateur de Malcolm et le sac à main de Jasmine, qui étaient sous leur siège, avaient été mis dans les pochettes devant eux. « Qu'est-il arrivé à nos affaires ?» demanda Jasmine en s'asseyant avec Zara. Malcolm, visage fermé, répondit. « Apparemment, selon Madame Sutton, c'est la politique de la compagnie. Tout doit être rangé pendant le service du repas. » Derrière eux, Troy se pencha discrètement. « Ce n'est pas vrai, » chuchota-t-il. « Encore moins en première classe. » Malcolm acquiesça à peine et appuya sur le bouton d'appel. Sa décision était prise. Karen arriva, le visage prêt à l'affrontement. « Oui. J'aimerais parler au chef de cabine, » demanda Malcolm poliment. « Je suis la chef de cabine de ce vol. Alors je voudrais déposer une plainte formelle concernant le traitement réservé à ma famille aujourd'hui. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez contacter le service client après l'atterrissage, » répondit-elle froidement. « J'ai des responsabilités. » Malcolm soutint son regard. « J'enregistre tout, mademoiselle Sutton, y compris vos règles inventées et appliquées de manière sélective. » Pour la première fois, un doute traversa le visage de Karen. Elle jeta un œil au téléphone de Malcolm, qui filmait bel et bien. « Filmer le personnel de bord est interdit. »« Faux, » répliqua Malcolm. « Les règlements de la FAA autorisent les passagers à enregistrer tant que cela ne gêne pas les équipages. Et je me suis assuré de ne rien gêner. » Jasmine remarqua une vieille femme blanche, quelques rangs devant, qui observait la scène avec une attention particulière. Pas comme les passagers curieux, mais d'un air différent. Dès que Jasmine croisa son regard, elle détourna les yeux. À cet instant, Zara recommença à pleurer, affamée. Le face-à-face avait retardé son repas. « Je dois préparer un autre biberon, » dit Jasmine en sortant la boîte de lait. Mais alors qu'elle mesurait la poudre, la voix de Karen résonna dans tout l'avion. « Mesdames et messieurs, le commandant a allumé le signal « Attachez vos ceintures » en prévision de turbulence. Merci de regagner vos sièges et de ranger tous vos objets. » Jasmine continua de préparer le biberon. Les besoins de son bébé ne pouvaient pas attendre d'hypothétiques turbulences. Karen arriva presque aussitôt. « Madame, je dois vous demander de ranger ça et d'attacher votre ceinture immédiatement. Je prépare le biberon de ma fille, » expliqua Jasmine. « Elle doit manger. Ça ne prendra qu'1 minute. Les ordres du commandant passent avant le repas de votre enfant, » insista Karen. « Rangez ses affaires tout de suite. » Malcolm intervint. La FAA, Fédéral Aviation Administration, exempte les activités liées à la garde des enfants de l'obligation de porter la ceinture de sécurité lorsque cela est nécessaire. Nourrir un nourrisson en fait partie. Les narines de Karen se dilatèrent. « Monsieur, je ne vous le répéterai pas. Votre femme doit respecter les protocoles de sécurité. Ma femme est pédiatre. Elle comprend à la fois les besoins du développement infantile et les réglementations de sécurité aérienne mieux que la plupart des gens, » répondit Malcolm d'un ton égal. Elle agit de façon parfaitement raisonnable. À ce stade, la confrontation avait attiré l'attention de tous les passagers de la première classe. Plusieurs avaient sorti leur téléphone pour enregistrer la scène qui s'envenimait. L'avion ne montrait aucun signe de turbulence, ce qui réduisait la prétendue urgence invoquée par Karen. « Si vous continuez à perturber ce vol, je serai obligé d'agir, » menaça Karen en se penchant plus près. « Quelle action ?» demanda Jasmine, continuant de préparer le biberon tout en gardant une voix calme pour le bien de Zara.
pour avoir nourri mon enfant affamé. Les yeux de Karen passaient nerveusement des téléphones enregistrant la scène aux passagers. Elle semblait réaliser qu'elle avait provoqué un scandale, mais refusait de céder. C'est votre dernier avertissement. La femme âgée qui les observait attentivement se tortilla, troublée par le comportement de Karen. Les pleurs de Zara s'intensifièrent, son petit corps se raidissant sous l'effet de la faim. Jasmine termina de préparer le biberon et berça sa fille, lui donnant le lait. Elle mange maintenant. Tout est réglé. Plutôt que d'apaiser la situation, ce geste sembla pousser Karen au bord d'un gouffre invisible. Son visage s'empourpra de colère lorsqu'elle tendit la main vers Jasmine. « Donnez-moi le bébé. Je vais la tenir pendant que vous rangez correctement vos affaires. » Jasmine recula, protégeant instinctivement Zara. « Absolument pas. Ne touchez pas à mon enfant. » La cabine de première classe devint complètement silencieuse, seuls les cris de Zara résonnaient. Tous observaient, le souffle coupé, tandis que la confrontation atteignait son paroxysme. Le visage de Karen se tordit de rage lorsque Jasmine se détourna de ses mains tendues. « J'ai dit, donnez-moi le bébé, » exigea-t-elle, ses doigts cherchant à saisir le minuscule corps de Zara. « C'est pour sa sécurité. »« Non. » Jasmine serra sa fille encore plus fort, tournant son corps pour la protéger. « Ne la touchez pas. » Ce qui se produisit ensuite sembla se dérouler au ralenti. La main droite de Karen décrivit un large arc de cercle, frappant la joue gauche de Jasmine dans un claquement sec qui résonna dans la cabine. La force du coup fit tourner violemment la tête de Jasmine, manquant de peu de lui faire lâcher Zara. « Vous deveniez hystérique, » déclara froidement Karen dans le silence choqué. C'était nécessaire pour la sécurité du vol. Pendant 3 battements de cœur, personne ne bougea. Les pleurs de Zara redoublèrent à la perception de la détresse de sa mère. Une marque rouge apparut sur la peau foncée de Jasmine, des larmes emplissant ses yeux choqués. Malcolm se leva lentement de son siège. Son calme habituel s'était transformé en quelque chose de bien plus menaçant. Sa voix, quand il parla, était d'un calme dangereux. « Vous venez de frapper ma femme alors qu'elle tenait notre enfant. » Karen recula d'un pas, consciente soudainement des dizaines de téléphones qui enregistraient la scène. Elle ne respectait pas les consignes de sécurité. J'appliquais le protocole pour les passagers perturbateurs. Le rire de Malcolm ne contenait aucune joie. Un protocole. Il sortit de sa veste une carte de visite et la tendit à Karen. Malcolm Wright, propriétaire majoritaire et PDG de Skyline Airlines. Expliquez-moi donc ce protocole qui autorise le personnel à frapper les passagers. La couleur quitta le visage de Karen tandis qu'elle fixait la carte. Autour d'eux, des passagers poussèrent des exclamations, d'autres applaudirent. La cabine éclata en chaos alors que chacun tentait de comprendre ce qui venait de se passer. « C'est exact, » poursuivit Malcolm, sa voix couvrant le tumulte. « Vous venez de gifler la femme de votre patron, alors qu'elle tenait son enfant. » 3 s'avança rapidement, se plaçant protecteur près de Jasmine et Zara. « Monsieur, madame, permettez-moi de vous accompagner vers l'espace équipage pour plus d'intimité. Nous allons chercher de la glace pour madame Wright. » Karen semblait figée, son autorité soigneusement construite en train de s'effondrer. « Je n'ai pas fait ça. Vous ne pouvez pas. C'est un malentendu. » Un malentendu filmé par au moins 20 caméras, nota Malcolm en désignant les téléphones encore levés, sans oublier le système de sécurité de l'avion. La femme plus âgée, qui observait depuis le début, se leva soudain et se dirigea rapidement vers l'avant de l'avion, bousculant des passagers. Son urgence éveilla l'attention de Malcolm. Puis la voix du capitaine retentit dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, en raison d'un incident en cabine, nous allons effectuer un atterrissage d'urgence à Cleveland. Veuillez rester assis avec vos ceintures attachées. Équipage, préparez l'atterrissage dans 30 minutes. » Karen sortit de sa stupeur. Son visage passa de la surprise à une indignation calculée. Il ment. Vérifiez son identité. N'importe qui peut imprimer une carte de visite. Mais Malcolm parlait déjà dans son téléphone satellite, privilège des passagers de première classe. Ici Malcolm Wright. Code d'autorisation Alpha Tango 973. Passez-moi immédiatement le conseil d'administration. Sa voix restait posée, mais chaque syllabe vibrait de fureur. Nous avons une situation.
Karen recula, puis s'enfuit vers l'espace équipage à l'avant. Diane, encore sous le choc de ce qu'elle venait de vivre, sortit enfin de l'avion escortée par des agents fédéraux. Mais cette fois, tout était différent. Les caméras de plusieurs passagers avaient tout filmé, l'humiliation, les cris, la brutalité injustifiée. En quelques heures, la vidéo fit le tour du pays, provoquant une vague d'indignation nationale. Le capitaine Morgan, lui, fut immédiatement suspendu, puis convoqué devant un comité disciplinaire. On découvrit que ce n'était pas la première fois qu'il était impliqué dans des comportements discriminatoires. Les preuves s'accumulaient, et son licenciement devint inévitable. De son côté, Diane fut invitée à témoigner devant les médias. Avec une voix tremblante mais ferme, elle raconta son histoire, non pas pour sa propre gloire, mais pour toutes celles et ceux qui, comme elle, avaient subi des injustices sans jamais pouvoir les dénoncer. Son témoignage devint un symbole de courage et de dignité. Quelques semaines plus tard, une loi renforçant la protection des passagers contre les discriminations raciales dans l'aviation fut proposée au Congrès, inspirée directement de son expérience. Et tandis qu'elle retrouvait enfin un peu de sérénité aux côtés de son mari et de ses proches, Diane comprit que cette épreuve, aussi douloureuse fût-elle, avait permis de faire naître un changement bien plus grand qu'elle. L'injustice avait voulu la briser, mais elle en était sortie plus forte, transformant sa douleur en une arme contre l'oppression. Étincelle une histoire qui rappelle à tous qu'il suffit parfois d'une voix, d'un seul geste de courage, pour ébranler tout un système.